Chapitre 16. Juin 2021. Avant même d'organiser la deuxième action pour détruire la nouvelle borne qui avait été installée au bout de 12 jours sur l'île du Golfe, le groupe de doctorants s'était étoffé. Shiva les avait rejoints très rapidement, trop heureuse de pouvoir faire la nique à un milliardaire de la trempe de Bézef. Au cours d'un rendez-vous secret au chien qui fume, ils avaient convergé ensemble vers la nécessité de s'agrandir encore en enrôlant des collègues de l'Université de Colombie-Britannique, du campus de Vancouver, mais surtout du campus de Kelowna, qu'on appelait le campus de Okanagan, parce qu'il se situait sur les bords du lac. Eux pouvaient se rendre au radiotélescope tous les jours, et donc, par la même occasion, sur le golfe également. Il n'en avait que pour un peu plus d'une heure de route. Depuis Montréal, c'était au mieux 7 heures et demie d'avion jusqu'à Penticton, en passant par Vancouver, avec 1 tonne de CO2 produit par personne pour l'aller-retour. Le groupe ne pouvait pas se permettre de multiplier des missions techniques plus ou moins fictives auprès du radiotélescope pour intervenir sur le golfe de Saint-Andrews toutes les 2 semaines. Des renforts de Toronto seraient aussi les bienvenus, même s'ils étaient presque aussi éloignés qu'eux du radiotélescope. Lenny et Alex voyaient déjà plus loin. Il ne faudrait pas se limiter à la borne du golfe de Saint-Andrews. C'était un combat bien plus vaste qui nécessitait de s'attaquer directement aux sociétés qui fabriquaient les dispositifs de 5e génération, que ce soit les terminaux ou bien les antennes relais ou les objets connectés utilisant cette technologie. Toronto était une ville encore plus propice que Montréal pour mettre de gros grains de sable dans les rouages de cette grosse machine qui commençait à se mettre en place. Lors de cette soirée, ils avaient décidé de donner un nom à leur groupuscule. Plusieurs d'entre eux avaient pensé à une référence scientifique, comme pulsar ou bien magnétar, ce qui avait un certain charme. Mais après d'âpres discussions, arrosées de bières diverses et variées, ils avaient finalement estimé que leur nom devrait sonner plus énigmatique pour le commun des mortels. Sophia avait proposé une référence à Jocelyn Bell, en proposant CP1919, le premier nom du premier pulsar qu'elle avait découvert. Alex proposa le nom de son FRB préféré, 200428, tandis que Laure avait mis sur la table LGM1, de loin le nom le plus intrigant pour ceux qui ne connaissaient pas la petite histoire des pulsars. Shiva et Lenny gardaient leur idée pour eux, qu'ils n'estimaient sans doute pas à la hauteur des 3 propositions qui avaient été faites. Ils savaient tous qu'ils n'atteindraient jamais le consensus sur un sujet aussi brûlant que leur propre dénomination. En revanche, ils tombèrent tous d'accord pour utiliser une méthode de vote par jugement majoritaire, avec 6 mentions. Très bien, assez bien, passable, insuffisant et à rejeter. Le nom gagnant serait celui qui aurait la meilleure mention rassemblant plus de 50% des votes, la mention sur la médiane. CP1919 obtint 3 très bien, 1 bien et 1 assez bien. 200428 obtint 1 très bien, 1 assez bien et 2 passables. Et LGM1 obtint 1 très bien, 2 bien, 1 assez bien et 1 passable. CP1919 était plébiscité avec une mention très bien rassemblant plus de 50% des voix et aurait probablement gagné aussi avec un scrutin majoritaire. La proposition de Sophia était vraiment un très bon choix. Il reflétait non seulement la raison pour laquelle ils avaient décidé de passer à l'action, le discours de Jocelyn Bell, mais aussi ce qui était impacté en premier par cette nouvelle pollution électromagnétique, la détection radioastronomique, que ce soit des pulsars ou bien des magnétars avec les FRB. Et puis, entre les lignes, il y avait ce clin d'œil au fait que les signaux de CP1919 avaient initialement été pris pour des interférences artificielles, qui s'étaient ensuite révélées être une petite révolution. C'était un excellent choix, et ils en étaient tous très fiers.
CP1919 avait de plus une touche vintage du plus bel effet, le pulsar étant aujourd'hui nommé officiellement PSR J1921 plus 2153. C'est au cours d'un rassemblement de la collaboration Chime, qui se tenait à l'Université de Toronto et à distance, que le groupe s'engagea dans une nouvelle démarche de débauchage. Le Golf de St Andrews venait de remplacer sa borne et la large bande parasite autour de 600 MHz était réapparue dans les données enregistrées. C'était d'ailleurs un argument ultra efficace pour tenter de rallier à leur cause certains hésitants. L'effet disparition-réapparition était tellement impressionnant que ça devait valoir le coup d'aller faire une petite visite de nuit sur un terrain mal gardé pour mettre hors service une simple boîte accrochée dans un arbre. C'est Sophia et Laure qui s'étaient rendues à Toronto pour séduire des nouveaux membres. Les autres avaient suivi le meeting en visio. Les deux jeunes femmes avaient peaufiné ensemble la façon d'approcher leur proie. Elles arrivèrent finalement à rallier un doctorant de Kelowna, Jeffrey, qui les aida à convaincre un technicien de son groupe nommé Randy. Laure réussit également à convaincre une doctorante en deuxième année du groupe de Vancouver, d'origine amérindienne, qui se prénommait Jono. Et Sophia dégota l'accord d'un postdoc italien du groupe de Toronto, Massimo, qui était visiblement prêt à détruire toutes les infrastructures émettant des micro-ondes dans la ville et qui n'attendait qu'une proposition de ce genre pour mettre un peu de piment dans son quotidien de chercheur non permanent. Le groupe CP1919 était maintenant composé de 9 membres, 5 à Montréal, 2 à Kelowna, 1 à Vancouver et 1 à Toronto. On pouvait commencer à envisager des actions de plus grande ampleur. La communication entre les différents membres se faisait uniquement par courrier postal, avec des phrases codées. Ils laissèrent passer quelques jours avant d'aller fondre la nouvelle borne de St Andrews, histoire de laisser penser à la direction qu'il s'agissait d'un défaut récurrent de ce type de modèle, et avec l'espoir que, excédée, elle voudrait changer d'opérateur, ce qui donnerait un peu de temps supplémentaire de silence radio, pensait-il. Cette fois, c'est Lenny et les deux nouveaux de Kelowna, Jeffrey et Randy, qui s'introduisirent illégalement, mais légitimement, sur le terrain de golf en utilisant exactement le même protocole que la première fois. Lenny avait fait le guet sur la berge, pendant que Jeffrey avait grimpé dans l'arbre et que Randy monitorait le signal en maintenant la corde. Cela leur avait pris moins de 10 minutes en tout, entre les deux sauts au-dessus de la clôture. Ils avaient pu constater que la durée de silence radio autour de 600 MHz avait duré plus longtemps que la première fois. La direction du Golfe avait dû engager une action qui dépassait le simple remplacement de la borne. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est une destruction intentionnelle. On voit très nettement que la paroi du boîtier a fondu en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Regardez les bords là. Je ne vois rien qui dise ça, je vois juste que ça a brûlé comme la dernière fois, dit le directeur. Je vous assure que ce n'est pas normal. Et CNC nous a dit qu'un tel incident de surchauffe pouvait arriver, mais que c'était extrêmement rare. Le fait que ça arrive 2 fois de suite avec des bornes différentes et au même endroit, qui n'est d'ailleurs pas particulièrement exposé à de fortes chaleurs externes, est de fait hautement improbable. Le responsable de la sécurité du groupe hôtelier Splendor, qui était devenu depuis peu une filiale du géant Nosamax, du milliardaire José Bezef, était venu en personne à St Andrews pour rencontrer son directeur. Il avait été mis au courant du problème de coupure de réseau étrange qui s'était produit 2 fois de suite à peu de temps d'intervalle et que CNC n'expliquait pas. Il y avait 2 solutions. Soit on croyait CNC, et alors tout portait à croire que c'était un acte malveillant, soit on ne croyait pas l'opérateur télécom et on pouvait l'attaquer pour son manque de fiabilité qui venait de faire perdre un certain nombre de clients qui avaient été attirés par la nouveauté offerte des premiers véhicules autonomes connectés, mais ensuite dépités en constatant que ça ne fonctionnait pas. Nous verrons bien, dit l'ancien militaire reconverti dans la sécurité du groupe. Vous allez faire venir CNC pour qu'il réinstalle encore une nouvelle borne au même endroit, mais de mon côté, moi,
Je vais aussi installer d'autres petites choses. Il suffit de disposer une caméra à infrarouge à déclenchement par mouvement, et on pourra voir s'il y a du mouvement pendant la nuit autour de cette borne. Ce n'est pas plus compliqué que ça, après tout, hein. Je suis à peu près sûr de ce que nous verrons. Et si c'est vraiment le cas, que ferons-nous? Eh bien, je m'en occuperai personnellement dans ce cas. Et vous pouvez être sûr que vous n'aurez plus jamais ce problème. Si vous êtes couvert par le groupe, je me plie à ses décisions, répondit le directeur. Je suis toujours couvert par le groupe. Chez Nosamax et Splendor, les décisions se prennent très vite et n'ont pas besoin d'être validées par toutes les strates supérieures. Tant que ça reste légal. Absolument, tant que ça reste légitime. Pierre Marchandeau venait du New Brunswick et avait passé 20 ans dans l'armée de terre du Canada. Il avait fini sa carrière dans les services spéciaux qui faisaient toutes sortes d'opérations spéciales. Lorsque Splendor avait cherché un responsable d'équipe pour s'occuper de la sécurité des hôtels et des installations, ils avaient été éblouis par le bagou de l'ancien militaire. 10 ans plus tard, il se retrouvait à la tête d'un département qui dépendait directement de la maison mère Nosamax et supervisait les politiques de sécurité des différentes filiales, et pas uniquement des sociétés immobilières ou dédiées au tourisme. Il n'hésitait pas à venir en personne dans les unités en cas de gros problèmes rencontrés. Le cas du golfe de Saint-Andrews, géré par Splendor, était un de ces cas. Il sentait la malveillance. Les coïncidences hautement improbables ne pouvaient pas être fortuites, pensait-il. Ici, c'était une coïncidence spatiale. Le même défaut ultra rare, voire incompréhensible, selon les dires de CNC, avait eu lieu exactement au même endroit et à seulement 2 semaines d'intervalle. La caméra infrarouge à déclenchement qu'il avait demandé à son équipe d'installer dans l'arbre qui faisait face à celui où se trouvait la borne 5G était un modèle miniature qui tenait dans la paume de la main et qui était alimenté par une grosse pile. Elle était complètement autonome puisqu'elle n'était reliée à rien. Les images étaient enregistrées sur une carte mémoire de grande capacité. Il suffisait de récupérer la carte tous les 2 jours pour constater ce qui avait bougé dans le champ de vue durant la période. Il l'avait orientée de façon à ce qu'on voit à la fois le bas de l'arbre et jusqu'à la hauteur où était fixée la borne. T'en as racheté un? Ouais, ouais, c'est fait. T'as mis quel nom cette fois-ci? Demanda Lenny à Alex. Stephen Dawking. Alex riait. Dawking? T'as vérifié qu'il n'existait pas quand même? J'ai mis une adresse bidon dans une banlieue de Toronto. Eh oui, j'ai vérifié, bien sûr. J'ai suivi ton exemple. Attends, Fred Coyle, c'était quand même pas mal trouvé pour celui d'avant. Bon, en tout cas, c'est pas donné ces merdes. Il faudrait qu'on arrive à financer nos actions, hein. Si on rachète un nouveau téléphone avec carte prépayée à chaque fois, on va finir sur la paille. Bah, ce qu'il faudrait surtout faire, c'est des émules un peu partout. Pas forcément pour qu'ils rejoignent notre groupe. C'est sans doute pas bien d'être trop gros. Une petite dizaine, on est bien, je trouve. Tu vois, il faudrait que d'autres petits groupes comme nous fassent des actions du même genre un peu partout, rétorqua Lenny. Et pour faire des émules, on fait quoi? Demanda Alex. Je sais pas, un gros coup qui ferait parler les médias? Ils s'en foutent hein, quand on chouine que nos données sont polluées par les interférences. Mais quand il y a des trucs détruits dans la rue, là, ça cause à la télé. Tu peux en être sûr. Shiva prit la parole. Je suis d'accord, le seul moyen pour inciter les gens à la révolte, c'est de leur montrer qu'ils peuvent le faire, que c'est à leur portée. Comme ce que vous m'aviez montré au début avec votre première action. Mais cette fois, en beaucoup plus grand. En voyant ce qu'il est possible de faire, ça donnera des idées aux gens. Ouais, mais il faudrait accompagner cette action par une forme d'explication, pour dire pourquoi on fait ça. Parce que sinon, ça paraît gratuit, répliqua Laure. Pourquoi pas? Répondit Nanny. On rédige un texte qui explique nos motivations dans le détail. On l'envoie à tous les journaux, les télés, les radios du pays, le jour même de l'action. Et ça serait quel genre d'action? Bah, ce qu'on a déjà fait en plus grand. On bousille un maximum de bornes 5G partout où on peut, en même temps. Et il existe déjà pas mal de villes hein, qui sont équipées.
On a vu que ça prenait pas beaucoup de temps pour une borne. Donc on devrait pouvoir en faire plusieurs dizaines en une journée, si on s'y met tous, dans plusieurs endroits simultanément. Et donc, on revendiquerait au nom de CP1919? Ben ouais. T'as pas peur que ça soit un peu trop connoté? Dit Laure. Je sais pas, répondit Lenny. En même temps, pourquoi ils remonteraient à nous? Ils feront peut-être le lien avec le pulsar, mais comme on parlera de l'impact sur la science, c'est un peu logique. Et Jocelyn Bell croyait voir des interférences avant de comprendre que c'était autre chose, non? S'ils cherchent autour de notre nom, ils convergeront sans doute vers ça. Non, c'est bien, mais moi ça me fait pas peur. On peut revendiquer en signant CP1919, hein, je pense. Je suis sûr que Sophia serait d'accord aussi. Bon alors, autre chose. On avait dit qu'on ferait quelque chose sur Skylink, répondit Laure. Ah ouais, cet enfoiré de BZF, répondit Shiva. Vous avez des idées demanda Lenny. J'y ai un peu réfléchi, répondit Alex. Moi aussi, dit Laure. Moi, je crois qu'il faut s'attaquer à la source, c'est-à-dire au fric que génère cette activité pour Skylink. C'est uniquement pour gagner du fric qu'ils font ça. C'est pas juste pour le plaisir d'emmerder les astronomes du monde entier. Et donc, si BZF ne gagne plus de fric avec cette activité, il arrêtera. Et je vois deux pistes possibles pour rendre le truc beaucoup moins rentable. Soit on essaye de faire en sorte que le système ne marche pas, ce qui rend les utilisateurs et les actionnaires mécontents, et donc ça les détourne de ça, ou bien à l'autre bout de la chaîne, on fait en sorte que ce soit beaucoup plus cher à produire, en faisant péter des fusées par exemple. Hein quoi, tu veux faire péter les fusées de Black Rocket? Mais t'es sérieux? Demanda Shiva. Pas forcément péter, mais au moins qu'ils aient des grosses difficultés à faire leur lancement, répondit Alex. Mais on peut aussi agir avant le lancement de ces putains de fusées, répondit Shiva. Ils ont bien une usine qui fabrique ces milliers de satellites à la chaîne, non? Ça peut peut-être se gripper, une usine de ce genre. T'as raison, ouais, c'est sans doute plus facile, dit Lenny. En plus, Black Rocket bosse main dans la main avec la NASA pour leurs capsules et leurs programmes lunaires. Alors, il y a de la sécurité à tous les étages là-dedans. Par contre, dans les usines de fabrication de satellites de Skylink, la NASA n'a rien à y voir, continua Shiva. Ouais, exact. Bon, ça vous dit de commencer à étudier ça? Lança Laure. On cherche déjà où se trouvent ces différentes unités de fabrication, s'ils ont des sous-traitants et où, tout ça. Ensuite, on cherche quels sont les points faibles de cette ligne de fabrication et on réfléchit à ce qu'on pourrait faire sur ce point faible. D'ailleurs, on pourrait aussi faire la même démarche sur les bornes 5G, rétorqua Shiva. Il doit bien exister un point faible dans la chaîne de fabrication de ces machins. Ouais, mais ça doit être fabriqué en Chine, alors que les satellites de Skylink, je crois pas, répondit Alex. L'assemblage, peut-être pas, mais les composants, tu peux être sûr qu'une grande partie vient de Chine ou de Taïwan, répondit Lenny. On remonte encore plus haut alors demanda alors. On peut étudier ce que contiennent ces microsatellites pour commencer, répondit Lenny. Ok. Et à l'autre bout, du côté des utilisateurs, vous en pensez quoi de mon idée de rendre le système inutilisable demanda Alex. Le problème que je vois, c'est que les utilisateurs sont répartis un peu partout et n'importe où dans le monde. Pour que ça ne marche pas, il faudrait que chaque antenne soit foireuse, ou bien que chaque satellite soit foireux. On peut pas aller cramer toutes les antennes Skylink qui ont déjà été installées un peu partout. Et puis, en plus, c'est impossible de savoir où elles sont. C'est pas comme le réseau 5G. Dans ce cas, il faudrait s'attaquer au site de production de ces antennes satellitaires, répondit Alex. Et c'est sans doute également dans le sud de la Chine que ça se passe, rétorqua Lenny. Dans ce cas, c'est bien au niveau de l'usine Skylink qu'il faudrait agir, juste avant que les antennes soient envoyées aux clients, après avoir été reçues aux États-Unis en provenance de l'usine de fabrication chinoise. Ce serait notre seule chance de pouvoir accéder aux antennes, avant qu'elles soient dispatchées à travers le monde. Alex commençait à s'emporter. On peut se partager le boulot si tu veux. Une partie d'entre nous se penche sur l'usine d'assemblage des satellites et une partie sur l'usine d'assemblage des antennes réceptrices, proposa Laure. Ok, ça me va. Si vous voulez, vous vous concentrez sur les satellites
Et moi, je vais demander à Sofia et Massimo de me filer un coup de main sur les antennes, répondit Alex. Faudra qu'on reparle aussi tous ensemble de cette idée d'action massive avec revendication, parce qu'il va falloir trouver où se trouvent toutes les bornes de la ville. Et pas seulement ici, ce serait bien de toucher d'autres grandes villes aussi, hein. C'est pas forcément très simple, rétorqua Shiva. Ouais, après, on n'est pas obligé de détruire absolument toutes les bornes. Si on en bousille déjà la moitié, ça devrait faire parler. À la limite, ça serait même mieux de multiplier les villes plutôt que de s'acharner sur toutes les bornes d'une même ville. Vous croyez pas? Lança alors. Ouais, t'as raison. Si on veut un impact médiatique, il faut que ça paraisse déjà élargi à une grande partie du Canada, continua Lenny. Carrément. Ouais, siffla Alex. Je suis d'accord à 200%, dit la doctorante indienne.